Madame, Monsieur, bonsoir. Il ne reste plus que quelques jours avant le premier tour de l'élection présidentielle en France. Alors ce soir, on fait un point dans Question d'actu. D'abord sur les sondages, mais aussi sur les préoccupations des Français en ces derniers jours de campagne et surtout sur les stratégies de campagne des principaux candidats. En tête, dans ces sondages, eh bien, le président sortant perd de la vitesse. Marine Le Pen, en revanche, accélère, elle, dans les sondages. Même chose pour le candidat de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, qui enregistre un net rebond dans les intentions de vote. De l'extrême droite à la gauche radicale, les candidats à la présidence mettent toutefois la question sociale au cœur de leur campagne, avec des propositions choc autour du pouvoir d'achat, pour ne citer que cette prime de pouvoir d'achat qui peut atteindre jusqu'à 6 000 € sans charge ni impôt, proposition d'Emmanuel Macron, suppression de la TVA sur un panier de produits de première nécessité pour Marine Le Pen, un SMIC à 1 400 € net par mois pour Jean-Luc Mélenchon et la hausse des salaires de 10% sur un quinquennat. C'est la promesse de Valérie Pécresse. Le pouvoir d'achat éclipse ainsi les questions qui animaient le débat politique jusque maintenant. En l'occurrence, la guerre en Ukraine, bien que tous les candidats soient unanimes après les massacres de Boutcha qu'ils ont qualifiés comme crimes de guerre. Analyse et projection sur le premier tour des élections présidentielles en France ce soir en compagnie de mes deux invités que j'ai le plaisir d'accueillir depuis Paris par Skype. Tout d'abord, Mustapha Tossa, journaliste et analyste politique. Bonsoir, merci de vous joindre à nous. Bonsoir Khadija. Et j'ai également le plaisir d'accueillir Mjid El Grab, député des Français au Maghreb et en Afrique de l'Ouest, 9e circonscription. Bonsoir Mjid El Grab, merci de vous joindre à nous dans Question d'actu. Bonsoir, merci de m'accueillir. Alors, si on commençait d'abord par parler de ces élections présidentielles et de ce qui les différencie des autres, on a l'impression qu'un peu les électeurs sont un peu perdus. Mustapha Tossa, un commentaire là-dessus? Oui, on a l'impression que cette élection, que cette campagne électorale n'a pas le dynamisme et l'enthousiasme habituels parce que d'abord, on vient de vivre deux séquences extrêmement graves et dramatiques. C'est d'abord la Covid-19 qui a paralysé les Français et le monde pendant de longs mois. Et puis, il y a eu aussi la guerre entre la Russie et l'Ukraine, ce qui a raccourci de manière drastique le temps électoral. Le président de la République française sortant et candidat n'est réellement rentré en campagne électorale qu'il y a quelques semaines parce qu'il ne voulait pas justement donner cette impression de s'occuper de la cuisine électorale interne et domestique et de délaisser les grands enjeux mondiaux qui menacent la sécurité, le pouvoir d'achat, qui menacent la stabilité dans le monde. Donc il a accompli sa mission jusqu'au bout et il s'est donné quelques jours pour entrer en campagne et ça donne l'impression, cette illusion que la campagne électorale a été confisquée aux Français, qu'il n'y a pas eu débat. Et effectivement, pour le second point aussi, c'est que les thématiques imposées par l'extrême droite depuis l'apparition de cet astre inconnu au bataillon jusque sur le plan politique, qui est Éric Zemmour et qui a imposé des thématiques de l'immigration, du terrorisme, du vivre ensemble, de la xénophobie. Normalement, ce sont ces thématiques-là qui auraient dû configurer le débat électoral, mais hélas, ou heureusement pour les Français, c'est autre chose qui occupe et qui domine leurs préoccupations. C'est comme vous l'avez dit Khadija, le pouvoir d'achat. Donc ça a amoindri un petit peu l'effet Zemmour, ce qui fait que nous aujourd'hui, on parle plus immigration, on parle plus xénophobie, on parle plus terrorisme, on parle plus islamisme entre guillemets, on parle pouvoir d'achat et devenir de la société française. Très bien. Alors, vous avez évoqué un point très intéressant, c'est le fait que le président sortant, Emmanuel Macron, ait donné cette illusion, comme vous le dites, pour reprendre vos mots, cher confrère Mustapha Tossa, l'illusion qu'effectivement, il soit rentré tardivement en campagne. Vous pensez que cela a joué en sa défaveur et c'est ce qui a fait baisser les intentions de vote pour Emmanuel Macron? Mustapha Tossa, je poserai la même question pour Mjid El Grab. Non, moi je ne crois pas que ce soit ça qui a fait que Marine Le Pen augmente un petit peu dans les sondages. Moi, je crois que c'est beaucoup plus l'effet Zemmour sur Marine Le Pen. En étant très radical, en adoptant des positions extrêmement extrémistes sur beaucoup de sujets,
Éric Zemmour a donné l'impression que Marine Le Pen, qui d'habitude est diabolisée et satanisée, qu'elle est une femme politique modérée. Elle a réussi à vendre une image de Marine Le Pen beaucoup plus modérée par rapport à son extrémisme à lui. Ce qui fait que les Français, et parce que aussi, il faut parler aussi du fait que la gauche traditionnelle et la droite traditionnelle ne sont pas parvenus à infronter un leadership suffisamment concurrentiel pour prétendre au deuxième tour. Ce qui fait que d'une manière ou d'une autre, on a le président candidat sortant et un candidat de l'extrême, soit l'extrême gauche en la personne de Jean-Luc Mélenchon, soit l'extrême droite en la personne de Éric Zemmour ou bien Marine Le Pen. Et tous les sondages disent que c'est Marine Le Pen. Nous allons y revenir. Nous allons revenir aux projections et aux sondages. Justement, restons sur cette question de campagne électorale. Mjid Grab, bien sûr, une entrée tardive en campagne pour le président sortant Emmanuel Macron. Marine Le Pen a, à contrario, tiré profit des derniers mois justement pour se concentrer sur ce qui était son talon d'Achille et ce qui est aujourd'hui son cheval de bataille, le coût de la vie. Est-ce que vous pensez que cela risque de jouer en défaveur du président sortant, en tout cas pour l'écart qu'il avait enregistré au début, qui s'est nettement raccourci ces derniers jours? Merci beaucoup de me donner la possibilité effectivement d'intervenir sur ce point, parce que depuis plusieurs semaines, on entend qu'on reproche au président de la République, en tout cas les oppositions, reprochent de ne pas être rentré plus tôt. Mais entre nous, qui aurait compris que dans le moment que la France traverse, dans le moment que l'Europe traverse, lui, en tant que président de l'Europe, il s'adonne, comme a dit M. Tossa, à une campagne, aller sur des villages pour créer de l'enthousiasme, faire du porte-à-porte, etc. Ça aurait été impossible à imaginer de la part du président de la 5e puissance du monde, du président de l'Europe, une des premières puissances du monde, l'Europe. Donc, je veux dire que le contexte a prévalu sur sa volonté à lui. On l'a senti depuis des semaines et des mois, lui-même l'a dit. Il a dit j'en ai envie, mais il a été retenu par les événements. Et donc, non, mais il n'a pas été retenu pour être sur les plateaux, les différents plateaux, que ce soit sur RTL. On a quand même l'impression qu'il y a une campagne qui est en cours. Il n'a pas mis en suspens sa campagne, mais en tout cas, il est bien présent sur les médias. Ceux qu'il choisit, en tout cas. Absolument. Et tous, d'ailleurs, il n'y a pas d'exclusive. Il répond à tous les médias, qui sont des médias raisonnables, qui soient de gauche, de droite, peu importe. Il répond à tout le monde. Mais la question entre nous, c'est qu'on ne peut pas reprocher au président de la République le timing. Le timing, il s'est imposé à lui. Nous, bien sûr, moi, je suis député de la majorité. Moi, j'aurais voulu que dès le mois de janvier, on soit en campagne, on aille battre le pavé, faire des réunions, rassembler les gens, faire des réunions dans les appartements, etc., etc. J'aurais voulu. Mais malheureusement, nous-mêmes, on a été frustrés par cette situation. Et effectivement, cette entrée tardive dans le sens où elle n'est pas commune par rapport à ce qu'on a connu avant, elle a été dictée par les événements. Maintenant, on y est. Dès qu'il y a un débat, dès qu'il y a une possibilité à lui de répondre à des interpellations, à des questions, il va sur les marchés. Le vrai débat politique, il ne se fait pas sur les plateaux de télé à répondre à des invectives, etc. Ça d'ailleurs, les gens, je ne suis pas certain que ça les intéresse énormément. Par contre, quand ils se déplacent, là, ce week-end, j'étais à Paris où il y avait un rassemblement de plus de 30 000 personnes et les gens étaient là, il y avait une ferveur. Vous voyez, je pense que les gens, maintenant, après 2 ans de confinement, d'enfermement, de dureté dans le rapport social où on avait peur les uns des autres, où ces mouvements de rassemblement, et c'est ce que le président privilégie, vous le voyez bien, il va sur les marchés, il va partout où il peut aller, mais il répond aussi aux questions. Après, il faut que ce soit, des questions qui soient aussi raisonnables, des questions qui correspondent à ce que lui-même est.
quelqu'un qui porte une crédibilité, un sérieux. Il ne va pas commencer à répondre à Éric Zemmour sur des choses qui apparaissent. Vous parlez du fait qu'il a refusé de participer à ce débat du premier tour. C'est ce à quoi vous faites allusion. Tous les chefs d'État sortants. Alors justement, je vais juste vous poser une question. Est-ce que vous pensez aussi que le fait qu'après son mandat, le mandat d'Emmanuel Macron, le président sortant, a quand même impacté l'intérêt des Français envers la politique? Moi, je suis convaincu qu'il y a eu 2 événements, je pense, qui ont bouleversé le champ politique, et je suis certain que l'analyste politique, M. Tossa, de la politique française, en conviendra. Il y a eu 2 événements qui, à mon avis, sont des événements qui vont profondément changer le rapport de la politique aux Françaises et aux Français. D'abord, c'est 2017. 2017, vous avez un jeune de moins de 40 ans qui devient président de la République et qui balaye l'ensemble des partis politiques qui ont gouverné depuis 40 ans la France. Et aujourd'hui, le paysage politique français est complètement bouleversé, on ne comprend plus rien. Et donc, on a des gens de droite qui travaillent avec des gens de gauche. Moi, j'ai grandi dans les jeunesses socialistes avec le Parti socialiste chevillé au corps. Pour moi, l'ennemi, c'était Nicolas Sarkozy, la droite, etc. Et aujourd'hui, je travaille avec des gens de droite et je m'entends certainement beaucoup mieux qu'avec la plupart des gauches, des gens de gauche qui sont aujourd'hui encore au Parti socialiste et qui sont pour moi d'un sectarisme absolu. Ça, c'est le premier événement, 2017. Et le deuxième événement, je pense, qui, à mon avis, va changer ce rapport à la politique, c'est ce qu'on a vécu pendant 2 ans. Les gens l'oublient trop vite, mais pendant 2 ans, on a été enfermés dans des maisons, cloîtrés, on n'avait plus le droit de se parler, on n'avait plus le droit de se dire bonjour. On a vécu aussi, oui, mais au-delà du Covid, mais il y a eu un autre épisode que vous avez omis de citer, c'est celui des Gilets jaunes. Oui, bien évidemment. Ça, on va appeler ça, vous savez, depuis le 19e, j'irais même plus, depuis le 16e siècle, le 15e siècle en France, on connaît ce qu'on appelle des jacqueries, des révoltes locales, des révoltes. Là, c'est une révolte nationale, on l'a vu, moi je l'ai vécu dans ma chair. Je me souviens, le 4 décembre 2018, c'était pour moi quelque chose, un traumatisme. Un moment, mais ce traumatisme-là n'a-t-il pas aussi, compte tenu de la réaction du président sortant, n'a-t-il pas poussé les Français à se délaisser un peu de la politique? On a répondu, franchement, et voir naître, comment vous l'avez appelé, Moustapha Tossa, tout à l'heure, des nouveaux candidats qu'on ne voyait pas venir. Voilà. C'est ce qui a ouvert la porte aussi à cela. Moi, je ne dirais pas que Éric Zemmour est un nouveau candidat. Pourquoi ? Parce que Éric Zemmour, ça fait depuis 10 ans qu'il est candidat. Sur tous les plateaux de télé, il rabâche la même chose. Il tient les mêmes propos. Non, mais là, officiellement. Tape sur l'islam, oui. tape sur les musulmans. Absolument. Mais qu'est-ce qu'il dit d'autre ? Mais il n'avait pas déclaré qu'il était candidat à la présidentielle de la France, quand même. Là, c'est officiel. Donc voilà. On a quand même. Donc la vérité, c'est que même pendant 2 ans, il était tous les soirs sur LCI avec 1 million d'auditeurs. Il faisait campagne. Il avait pignon sur rue. Tous les soirs, il expliquait sa thèse, le grand remplacement. Mais c'est qu'il a eu un auditoire qui est déjà prêt parce qu'effectivement, ils ont perdu confiance en ce qu'on appelle un peu la scène politique entre une droite qui est écartelée et qui a explosé, la gauche qui n'a pas de leadership, comme l'expliquait à juste titre Moustapha Tossa, et puis les Français qui sont dégoûtés du président qu'ils ont élu, après notamment des épisodes soit des Gilets jaunes ou aussi de la gestion du Covid. Vous comprendrez que je ne suis pas totalement d'accord avec vous, dans la mesure où, quand vous voyez un président sortant à plus de 30% d'opinion de gens qui veulent voter encore pour lui au premier tour, on ne peut pas appeler ça un peu moins de 30%. Maintenant. Un peu moins de 30%, Gilles Grève. Voilà, c'était 33% il y a quelques semaines. Voilà, maintenant, c'est ça a baissé depuis. Il y a d'autres qui disent 28, d'autres disent 29. Peu importe. Nous, on ne regarde pas les sondages. Nous, on se concentre sur la population, les Français. Ce que j'ai vu le samedi dernier à Paris, à Arena, à La Défense, j'ai vu 30 000 personnes rassemblées avec une ferveur incroyable. Quand ils se déplacent sur les villages, c'est le seul à pouvoir se déplacer. Quand Marine Le Pen se déplace sur les villages, elle se fait insulter.
Quand Éric Zemmour se déplace, il n'arrive même pas à jouer au football dans un five, sur un terrain privé. C'est-à-dire que les propriétaires ne refusent. Vous voyez bien que, en termes de rejet, si vous voulez, de dégoût, puisque vous avez utilisé le mot, je réutilise à dessein, en termes de rejet, il y a quand même Emmanuel Macron et les autres, d'accord ? Et je ne suis pas certain, pareil, que maintenant, on est dans cette situation. Vous avez raison. Est-ce que les Françaises et les Français sont dégoûtés par la vie politique ? Moi, je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Oui, mais les intentions d'abstention qui dépassent les 30%, c'est un record quand même, Gilles Guelat, vous allez en convenir. Pour les jeunes. Pas pour les élections présidentielles, historiquement, c'est à peu près entre 75 et 85% de participation. Vous avez entre 15 et 25% d'abstention pour les présidentielles. Est-ce que vous pensez, Mustapha Tossa, que ce taux-là risque d'être beaucoup plus important cette année pour cette élection présidentielle ? Ou alors le contraire, parce que moi, j'anticipe le fait que, parce qu'on a vécu ces derniers mois une campagne électorale extrêmement agressive de la part de l'extrême droite, qui a posé la question du vivre ensemble, la question de l'émigré, la question de l'autre, la question du musulman, la question de l'islam sur la table, et qu'elle a adopté des positions extrêmement radicales, voire xénophobes. Moi, j'anticipe le fait qu'il peut y avoir un réservoir de vote qui, d'habitude, ne vient pas aux urnes et ne vote pas, puisse, motivé par cette attitude, aller vers les urnes. C'est-à-dire qu'on peut envisager les deux hypothèses. Un taux d'abstention record parce que les gens sont dégoûtés de la politique en général. Notamment en ce qui concerne leur poche oui. Et leur pouvoir d'achat qui s'effrite. Qui fait qu'il y a un désaveu électoral, comme j'expliquais à Gilles Guelat tout à l'heure. En fait, comme je le questionnais sur ce point, parce qu'aujourd'hui, les foyers à revenus modestes sont un peu devant une réalité qui est très dure et que les politiques ne trouvent pas réellement de réponse. Alors... Mais justement, Khadija, parce qu'il y a une crainte sur le pouvoir d'achat. Et moi, contrairement à vous, moi, je lis cette crainte du pouvoir d'achat et cette centralité du pouvoir d'achat, je la lis directement à la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Ce sont les conséquences de cette guerre qui font qu'on a peur. Moi, peut-être que justement parce qu'il y a cette crainte sur le pouvoir d'achat, que les électeurs vont se diriger en masse pour justement voter pour quelqu'un dont ils estiment les capacités à les protéger et les capacités à leur assurer un niveau de vie extrêmement respectable. Donc, c'est parce qu'il y a cette crainte du pouvoir d'achat. On ne va pas donner les clés de l'Élysée, les clés du pouvoir à des aventuriers qui vous vendent des chimères et des fausses solutions. Donc, c'est pour ça que sur ce point-là, Emmanuel Macron, malgré tous les défauts de son quinquennat, l'épisode Benalla, l'épisode Gilets jaunes, même le dernier épisode du cabinet McKinsey. Absolument, j'y venais justement. Ouais. Est-ce que vous pensez que ça a joué aussi en défaveur ? Merci, vous me faites la belle transition, Mustapha Tossa. Cette affaire du cabinet de conseil McKinsey ne vient-elle pas entacher cette campagne qui a déjà commencé tardivement pour le président sortant ? Madame Hersen, juste avant de passer oui, Gilles Guelat, je vous laisse finir peut-être votre idée. Oui, juste avant de finir. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a 2 jours ou 3 jours, où je ne sais plus, dans le plus grand quotidien national français, qui est le journal Le Monde, que tout le monde connaît, le titre de la une d'une des éditions, c'était « Pouvoir d'achat, le bilan gagnant d'Emmanuel Macron ». Pourquoi ? Parce qu'on a comparé le bilan des 5 dernières années et de notre majorité avec toutes celles et ceux des années précédentes, en comparaison avec l'inflation, etc., avec toutes les taxes qu'on a supprimées, comme la taxe d'habitation, comme tous les impôts qu'on a fait baisser, comme les impôts en tout genre. On a, au final du final, regardé et on a vu la taxe d'habitation, c'est très simple, c'est 400-500 € par an qu'on a supprimé et c'est dans le portefeuille directement des Français. On a fait la prime, justement, vous parlez des Gilets jaunes, décembre, manifestation, février, prime des Gilets jaunes, 1 000 € versés sur le compte de tous les salariés qui touchaient moins de 2 000 ou 2 500 € par mois, 1 000 € non imposés, comme si on vous donnait 1 000 € en cash, en prime.
Voilà, sans imposition, sans rien. Et là, on promet la même chose pour le bilan qui vient de 6 000 euros. Ce qui veut dire que, honnêtement, si vous trouvez concrètement quelqu'un qui a un bilan aussi bon en termes de pouvoir d'achat et qui promet de faire encore mieux, et lui, il est crédible puisque nous l'avons fait. Donc, en termes de pouvoir d'achat, moi, je ne suis pas certain qu'on ait des leçons à recevoir de la part des uns et des autres. Maintenant, ça fait partie de la campagne politique. Et effectivement, il y a une réalité, c'est la guerre en Ukraine qui fait augmenter de manière drastique les prix, notamment de tout ce qui est carburant, tout ce qui est matières premières, etc., parce que l'approvisionnement est directement impacté. Mais on a pris des mesures fortes, on va bloquer les prix, on va faire une aide directe envers l'aide transport que Jean Castex a annoncé, etc., etc. Donc, il y a quand même des mesures qui sont prises tout de suite et qui ne sont pas des promesses électorales et qui sont directement en impact avec le pouvoir d'achat. Voilà. Baisser la TVA, l'impôt sur le revenu, un nouveau barème, l'impôt sur la fortune. Absolument. C'est ce qu'on a fait depuis le début. Et notamment cette question d'impôt sur la fortune qui a créé le débat. L'impôt sur la fortune, c'est simple. Après, c'est technique, mais c'était simplement faire en sorte que les gens qui ont du patrimoine immobilier et qui ont une sorte de rente dormante la bougent pour aller dans la rente productive. C'est-à-dire oui, ça c'est ce sont justement les arguments qui ont été avancés par le président sortant. C'était simplement ça. Oui, mais c'est aussi. Et ça a marché. Oui, ça a marché puisqu'on voit que ça a peut-être marché, mais c'est une manne qui échappe à l'État aussi, en termes de recettes, surtout en temps de crise. Et d'ailleurs, les dernières études de Bercy, etc., en termes de recettes de fiscalité liées au patrimoine et à tout ce qui était impôt sur la fortune, à l'IFI, etc., n'ont jamais été aussi hautes. Donc, en réalité, l'idée du président de la République de dire on va taper dans le portefeuille de celles et ceux qui ont une rente dormante et on va essayer de la faire bouger pour qu'elle soit productive, ça a marché. Aujourd'hui, on voit que la France est un des pays avec le taux de fiscalité le plus attractif en Europe. On est le premier pays en Europe en termes d'investissement direct étranger, ce qui n'était jamais arrivé dans l'histoire de la France. Donc, on voit que ça fonctionne et que malgré tout, et même moi, si j'ai pu parfois être un peu dubitatif en me disant est-ce que finalement, on ne fait pas des cadeaux, etc. Mais non, on voit que ça marche, ça fonctionne et les gens viennent et investissent. Paris est une des premières capitales au monde où on vient investir. Donc, c'est bien que la politique menée par le président de la République est la bonne. Très bien. Selon vos dires, Mustapha Tossa, une réaction quand même. Histoire d'équilibrer la discussion, parce que nous n'avons pas de représentant de l'opposition, mais nous avons un journaliste de renom avec nous, en l'occurrence en votre personne, Mustapha Tossa. Une réaction. Merci Khadija. En fait, le problème dont on parle aujourd'hui, c'est que Emmanuel Macron est au pouvoir et il a eu à gérer la Covid, qui est quelque chose de terrible pour les économies. On l'a vu au Maroc, on l'a vu dans tous les pays. Et donc, il s'agissait de prendre des décisions qui protègent l'outil de production, les entreprises, qui protègent les Français de cette éventuelle chute suite au confinement et suite au Covid. Donc, ils ont pris un certain nombre de mesures. C'est vrai que malgré tout ce qui a été dit par M. El Gharab, Emmanuel Macron traîne encore cette réputation de président des riches qui agit d'abord pour protéger les premiers de cordée. D'ailleurs, lui-même les a appelés comme ça, dans l'espoir que la théorie des ruissellements puisse bénéficier aux autres. Donc, de cette image-là, il ne peut pas sortir. Mais sauf que, quand on compare un peu l'offre politique actuelle, la seule qui était capable de le concurrencer sur le plan des idées pratiques et des idées qui pouvaient être acceptées par les Français et qui pouvaient avoir un résultat, c'est Valérie Pécresse, c'est la droite républicaine. Sauf que la droite républicaine, elle est très très tard, très bas dans les sondages et on ne la voit pas à qualifier au deuxième tour. Par contre, l'extrême droite ou l'extrême gauche qui pourrait avoir une deuxième place ont des idées
j'allais dire fantasques, ont des solutions fantasques, irréalistes par rapport à ce que propose Macron. Parce que Macron est quelqu'un qui est au pouvoir, quelqu'un qui a de la rationalité, mais aussi quelqu'un qui doit prendre en considération l'environnement et le lien européen, et qui ne peut pas proposer n'importe quoi juste pour gagner une bataille électorale. Donc il doit proposer des solutions faisables, pratiques, rationnelles, et il sera redevable dans la pratique de cette position. En face de lui, on a Éric Zemmour, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Rien que pour séduire, ils émettent n'importe quelle proposition, n'importe quelle idée, même si au fond d'eux-mêmes, ils savent que c'est infaisable. Ce qui fait que jusqu'au jour d'aujourd'hui, l'offre la plus raisonnable et la plus rationnelle en termes de solutions économiques et politiques, elle vient qu'on le veuille ou non, qu'on l'aime pas, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, d'Emmanuel Macron. Et c'est ce qui fait qu'il a. Mais alors, comment ça se fait que la candidate du Rassemblement national serait la deuxième personnalité politique préférée des Français après Édouard Philippe? Marine Le Pen. Oui. Ah, ça, j'avais pas vu ça. Je ne sais pas si. J'ai pas vu. On laisse peut-être réagir Mustapha Tossa. Moi, je crois que Marine Le Pen a bien profité de l'effet Zemmour. Au début, c'était le diable en personne et elle était infréquentable dans tous les plateaux, dans tous les milieux, parce qu'elle charriait toute l'histoire de son père, l'histoire de son parti raciste, xénophobe, antisémite. Donc, elle était infréquentable. Est venu Éric Zemmour, qui l'a dépassé dans l'horreur et dans l'extrémisme. Et elle a profité de ça. Donc, cette base électorale commençait à regarder Marine Le Pen comme quelqu'un de fréquentable. Et elle-même, elle a adopté une stratégie pour polir son image, pour adoucir son verbe. Elle a fait beaucoup de communication dans les télévisions, dans les journaux, pour apparaître comme quelqu'un qui est extrêmement différent par rapport à une mixité comme Éric Zemmour ou par rapport à un radical raciste, xénophobe comme son père Jean-Marie Le Pen. Donc, elle a dû profiter de ce milieu-là, de cette atmosphère-là, ce qui fait qu'on a l'impression qu'il a changé. Mais récemment, si vous avez suivi les dernières déclarations d'Emmanuel Macron, il tient à rappeler aux Français que cette femme-là, c'est une femme extrémiste, aussi extrémiste qu'Éric Zemmour, et qu'il ne faut pas se tromper sur le maquillage éphémère, temporaire, et ce changement de stratégie uniquement pour séduire. Et elle reste quelqu'un de l'extrême droite, dangereux pour les Français, pour le vivre ensemble, dangereux pour les institutions si jamais demain elle arrive au pouvoir. Donc il y a toute une réalité sur laquelle travaille Emmanuel Macron. Est-ce que vous pensez qu'on va se retrouver avec le même deuxième tour qu'il y a 5 ans, à savoir Macron-Le Pen? En fait, juste un mot avant de laisser la parole à M. El Ghadab. Moi, je crois que le grand point d'interrogation sur le deuxième tour, c'est le taux de report de voix. On sait qu'en 2017, il était hors de question pour un certain nombre de milieux de voter Le Pen, et ils ont voté Macron malgré eux, parce qu'ils n'arrivaient pas à imaginer qu'on puisse donner les clés de l'Élysée à quelqu'un de l'extrême droite. Aujourd'hui, la question c'est, parmi les gens qui n'aiment pas Macron et qui rêvent tout sauf Macron, est-ce qu'il n'y a pas parmi eux à gauche, comme à droite, comme à l'extrême gauche, qui aurait pu dire, et pourquoi pas, on vote Marine Le Pen, rien que pour sanctionner Emmanuel Macron. Donc, ce taux de gens qui vont changer, c'est ça la grande point d'interrogation qui fait que, est-ce qu'elle fera un bon score jusqu'à dépasser Macron, ou alors un très mauvais score. C'est ce taux-là qui est actuellement ignoré par les instituts de sondage et qui laisse tout ouvert jusqu'au 24 avril. Très bien. Une réaction peut-être, M. El Ghadab? Oui, j'ai vérifié, vous avez raison. Je n'avais pas vu ce sondage, j'en suis désolé. J'ai vérifié Marine aussi. Le Pen, oui, j'ai vérifié. Vous avez raison. Je n'avais pas vu le dernier là. Mais alors, elle devient, alors à ma grande surprise, mais à la faveur de 2 points, elle devient deuxième personnalité politique préférée des Français, derrière Édouard Philippe. Mais moi, je l'explique, si vous voulez, par une chose. Ça fait, vous le savez, enfin, on doit être à peu près de la même génération. Moi, depuis que je suis enfant, j'entends parler de Le Pen. Depuis l'histoire de France, depuis presque un siècle, on est en 1922, je crois que Jean-Marie Le Pen, dans les années 50, était déjà élu.
ça fait presque un siècle que la famille Le Pen, qui est finalement une sorte de saga familiale assez étrange où il y a des coups de poignard dans le dos des uns des autres, où on a la même famille qui depuis presque un siècle est en politique. Donc indéniablement, comme M. Tossa vient de le dire, vous avez la fille qui devient plus sympathique, qui aime les chats. Vous avez vu toute sa séquence sur les chats, etc., sa passion des chats, etc. Donc, finalement, par la force des choses, en s'imposant toutes les semaines, tout le temps, dans le débat politique, les gens commencent à s'habituer. Et effectivement, c'est un peu comme Zemmour. Zemmour, à force d'entendre parler, de l'écouter tous les soirs, forcément, quand il se présente à l'élection, il y a eu, vous vous rappelez, au tout début, quand il s'est présenté, il était quasiment à 20%. Il était d'ailleurs en tête de l'extrême droite et de la droite. Et puis, quand on a commencé à l'entendre parler pour de vrai, à l'imaginer président de la République, rapidement, la crédibilité, le sérieux, ça s'est écroulé. Et aujourd'hui, il est à moins de 10%. Parce qu'il y a un moment où les Français voient aussi que ce n'est pas crédible. Maintenant, je pense que… Est-ce que c'est parce que les grands partis traditionnels, à savoir les Républicains et le Parti socialiste, sont un peu… Enfin, on dira même pas en perte de vitesse, en perte tout court, que effectivement cela a donné la chance à, si on peut le dire ainsi, en partie à Emmanuel Macron en 2017 et à des personnages comme Éric Zemmour. C'est ce que je disais tout à l'heure. Est-ce qu'en en gros, Mjid Grab, on est en train de vivre une réelle recomposition du paysage politique français? Comment devra-t-elle se cristalliser pendant cette élection présidentielle? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure d'emblée en préambule sur est-ce que les Français vont aller voter. Moi, je suis d'accord avec M. Tossa pour la simple et bonne raison que je pense qu'ils vont aller voter. Et ils vont aller voter massivement parce qu'il y a eu ce cataclysme en 2017 où le tourbillon Macron est arrivé à effacer tout et aujourd'hui, on a terrassé tous les grands partis. Maintenant, ils sont là. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Et on le voit dans l'offre politique, vous allez avoir quoi? Vous allez avoir un débat entre l'extrême droite, comme pour reprendre les mots du président de la République, l'abject, celles et ceux qui stigmatisent les musulmans, qui stigmatisent l'immigré, qui ne sont que dans la haine et dans la stigmatisation de l'autre, ou un centre modéré, crédible, avec 5 ans au compteur, où on a aujourd'hui 8% de croissance, on a 7% de chômage, on est à des taux qu'on n'a jamais connus d'employabilité, d'emploi pour les jeunes, etc. Donc, non, mais ça, c'est l'effet post-Covid. Mais dans d'autres pays voisins, on n'a pas cet effet post-Covid. Il n'y est pas. Au Maroc, on n'a pas cet effet post-Covid. Donc, vous parlez des chiffres de 2021. Tous les chiffres de 2021 étaient extraordinaires partout dans le monde, Mjid Grab. Après les chiffres de 2020. Pas ces taux de croissance. Des taux de croissance à 7%, des taux de chômage qui ont baissé, c'est l'effet post-Covid. En tout cas, si on compare dans toutes les économies du monde, aux Italiens, aux Allemands, on n'avait pas ces taux-là. Mais peu importe, de toute façon, aujourd'hui, nous, ce qui nous mue, en tout cas nous dans la majorité, effectivement, derrière le président Macron, c'est simplement de dire, on a fait la preuve de notre sérieux, de notre crédibilité. Maintenant, en face, vous avez une aventure qui est là depuis presque un siècle, qui dit la même chose depuis presque un siècle, parce qu'il ne faut pas se tromper. Marine Le Pen, c'est la fille de Jean-Marie Le Pen, et c'est les mêmes idées, c'est la même chose. Il y a peut-être un discours un peu différent, on entend des choses un peu différentes, mais la vérité, c'est que c'est la même chose, c'est les mêmes militants, et c'est le même socle. Vous regardez, depuis 30 ans, l'extrême droite fait 20%. Depuis 30 ans. Et c'est l'effondrement, et vous l'avez parfaitement analysé, c'est l'effondrement des grands partis traditionnels de gauche et de droite qui fait qu'aujourd'hui, elle est haute et finalement, elle les remplace. Mais nous, ça, c'est à notre défaveur. Moi, j'aimerais avoir un débat Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron, gauche, et puis nous, centre modéré, droite. Est-ce que les Français du Maroc et de l'Afrique de l'Ouest partagent cette opinion? Est-ce qu'ils sont plus vers la gauche ou vers la droite?
ou l'extrême droite en l'occurrence? Moi, des retours que j'ai sur le terrain, je sens vraiment. On a fait un meeting à Tunis, on a fait un meeting à Casablanca, un meeting au Sénégal, un meeting, on va le faire dans quelques jours en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Honnêtement, moi je sens qu'il y a une très forte adhésion au projet d'Emmanuel Macron parce que les Français de l'étranger ne sont pas immigrationnistes, mais ils sont eux-mêmes des immigrés. Donc quand ils entendent parler des immigrés comme ce que l'extrême droite et parfois même la droite le fait, eux-mêmes, ils sont des immigrés en Afrique. Donc, ils ne peuvent pas fustiger l'immigration et dire l'immigration, c'est terrible. Eux-mêmes sont des immigrés à l'étranger. Donc, ils ne peuvent pas être d'accord. Est-ce que vous pensez que Éric Zemmour pourrait récolter les voix de ceux qui ont voté François Fillon, par exemple, en 2017? Non. Moi, je suis convaincu qu'on ne pourra jamais retrouver la droite républicaine classique chez Éric Zemmour. On trouvera une partie, effectivement, de cet effondrement, parce que finalement, jouer sur l'identité, etc., jouer sur la peur et tout, ça vous amène des voix. Mais vous verrez, au moment du vote, vous allez voir Éric Zemmour, mais c'est ce que j'avais dit depuis le départ, c'est un gros ballon qui, dès qu'il va commencer à parler, il va commencer à se dégonfler. Et quand il se dégonfle, vous pensez... Alors, du coup, ceux qui ont voté Zemmour au premier tour... Ils reviendront vers le Rassemblement national. Vers le RN, très bien. Oui, je voulais juste avoir la confirmation. Très bien. Moustapha Tossa, une question peut-être sur la perception de cette campagne maintenant, ou plutôt la place du Maghreb, du Maroc en l'occurrence, mais de l'Algérie aussi, dans ces campagnes électorales, notamment chez le président sortant. En fait. Alors disons-le de manière la plus crue possible, le Maghreb a intérêt à ce que Emmanuel Macron ait un second mandat. On voit mal un Maghreb avec surtout l'Algérie, président, Maroc aussi. Pas grand-chose, on l'a vu. Non, il y a eu pendant le mandat de... Parce que là franchement, je voudrais... sourire en tout cas, je voudrais lutter contre un mauvais préjugé, une mauvaise idée qui circule. OK, il y a eu une mésentente, il y a eu un froid, il y a eu une divergence entre le Maroc et la France sur un certain nombre de sujets. Mais sur les sujets essentiels, sur les axes vitaux de la relation France-Maroc, elle était... Qu'est-ce que vous appelez axes vitaux, Moustapha Tossa? C'est-à-dire l'alliance stratégique entre la France et le Maroc, par exemple, sur une affaire comme le Sahara. Et depuis le début, la France a soutenu l'option de l'autonomie et l'a défendue dans un certain nombre de forums internationaux. Je ne dis pas ça pour défendre Emmanuel Macron, il est suffisamment grand pour se défendre, mais il ne faut pas tomber dans dans un petit jeu qui nous cache la vue, qui est partiel et qui nous cache la vue d'ensemble. Sur la relation stratégique, Paris et Rabat sous Macron ont gardé un lien. C'est vrai qu'il y a eu des bisbis, qu'il y a eu des différends, qu'il y a eu des petites jalousies, qu'il y a eu des manières, des messages qui ont été codés, adressés par l'un et par l'autre. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est sur l'essentiel, sur le stratégique. Le Maroc et la France est resté alliés et amis avec le Maroc. Et donc, moi, je crois que Emmanuel Macron servirait une relation France-Maghreb de manière beaucoup plus efficace que ne pourrait l'être, par exemple, une Marine Le Pen ou un Éric Zemmour, qui, eux, sont dans la confrontation, dans la rupture et dans les relations effervescentes. Donc, de ce point de vue-là, il ne faut pas se tromper. Emmanuel Macron a jusqu'à présent été un bon président pour le Maghreb. Pour l'Algérie, vous l'avez dit, il voulait ouvrir un chantier mémoriel et essayer d'aider la transition. Pour le Sahel, et avec tous les déboires qu'on connaît, pour le Maroc, malgré les bisbis, malgré les différends, malgré les sujets de froid, et sur l'axe général stratégique, qui est pour moi stratégique, à savoir que la France défend l'unité territoriale, la souveraineté du Maroc, les intérêts suprêmes du Maroc, elle est avec lui dans les forums internationaux, dans les Nations Unies, dans l'Union européenne, dans un certain nombre de forums internationaux qui sont importants. L'alliance Rabat-Paris existe et elle est à défendre. Donc, pour répondre à votre question, oui, effectivement, le Maghreb, d'ailleurs, je ne le dis pas comme ça, je crois que même les capitales,
les différentes capitales du Maghreb ont déjà voté Macron, sans le montrer, mais ils ont déjà voté Macron, parce qu'en face... Il est arrivé en première position au Maroc, en effet, en 2017. D'accord. Voilà, l'offre d'en face est une offre d'aventurier et d'inconnu. Et d'inconnu qui peut rendre la relation extrêmement inflammable et éventuellement aboutir à des ruptures quand on voit les positions des uns et des autres. Sauf que, alors moi, il y a un point sur lequel je voulais insister parce que les sondages donnent le match retour Macron-Le Pen, un remake de 2017, mais il y a aussi un certain nombre de milieux qui disent attention, il ne faut pas sous-estimer la montée en puissance de Jean-Luc Mélenchon. Il est capable de créer une surprise. Il est capable de créer une surprise à travers ce qu'on appelle ici le vote utile. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de milieux de gauche, communistes, écologiques, socialistes, et même des gens de droite qui n'aiment ni Zemmour ni Le Pen, et qui pourraient, dès le premier tour, donner de la force et aller voter pour Mélenchon. Ça peut l'aider. Il ne faut pas oublier qu'en 2017, elle a raté la deuxième place à quelques centaines de milliers de voix. Donc Mélenchon, jusqu'à présent, il est donné troisième, mais il ne faut pas le négliger et on n'est pas à l'abri d'une surprise le dimanche prochain. Très bien. Si vous me permettez, parce que là, naturellement, pardon, excusez-moi. Bien sûr, je vous en prie. Il y a eu deux points qui sont... le premier sur l'élection. Effectivement, vous avez raison. D'ailleurs, un sondage est sorti dans Jeune Afrique il y a quelques jours qui dit que la plupart des binationaux, c'est-à-dire des Français, parfois de confession musulmane, etc., mais malgré leur niveau de vie, auraient tendance à donner massivement leur voix au premier tour à Jean-Luc Mélenchon. Sauf que qu'est-ce qu'on voit ? On voit 30% et derrière 27% Emmanuel Macron. Donc malgré tout, même dans cette... parce que sur ma circonscription, sur le Maghreb et l'Afrique de l'Ouest, il y a entre 60 et 70% de binationaux. Donc on peut considérer qu'il va y avoir un vote quand même au premier tour assez favorable à Jean-Luc Mélenchon, mais ça je ne le crois pas. Je ne le crois pas, pourquoi ? Parce que quand vous écoutez le programme concret de France Insoumise pour les Français de l'étranger, et les Français binationaux qui vivent à l'étranger sont des Français d'étranger, on voit que ça ne va pas du tout dans les intérêts de nos compatriotes qui résident à l'étranger. Quand on veut imposer les Françaises et les Français de l'étranger, quand on explique que normalement il faudrait qu'on ait un taux d'imposition particulier et plus que les Américains un peu, et que les Français de l'étranger sont des exilés fiscaux, etc., je ne suis pas certain que nos compatriotes qui résident à l'étranger l'entendent bien. Mais bon, il va y avoir des arbitrages qui vont être faits. Effectivement, la cristallisation, elle va avoir lieu là dans quelques jours, là, avant le vote, et puis on verra exactement ce que nos compatriotes à l'étranger vont faire. Moi, je suis convaincu qu'Emmanuel Macron va voter massivement. La seule qui aurait pu le challenger, comme à l'époque avec François Fillon, c'était Valérie Pécresse. Sauf que Valérie Pécresse, il y a quelques jours, elle nous a expliqué qu'il y avait le grand remplacement, etc., etc. Alors qu'elle a expliqué à ces mêmes binationaux que le grand remplacement est en train d'impacter la France. Enfin, moi, je suis convaincu qu'Emmanuel Macron va arriver en tête au premier tour chez les Françaises et Français de l'étranger. Le deuxième point sur la relation entre la France et le Maroc, moi, je vous dis une chose très simple. Depuis 40 ans, et je le dis à mes interlocuteurs officiels marocains, journalistes, etc., depuis 40 ans, la France n'a jamais abandonné le Maroc, à tel point que tout le monde le lui reproche. Tout le monde, les Espagnols, les Algériens, tout le monde reproche à la France d'être trop pro-marocain et donc de soutenir le plan d'autonomie marocain. Et là, extraordinaire, l'Espagne fait une déclaration en disant on soutient le plan d'autonomie, tout le monde applaudit en disant bravo, vous avez vu, l'Espagne a changé, c'est magnifique, vous avez vu la position de l'Espagne, mais c'est la position de la France qu'elle a rejoint. L'Espagne a rejoint la position de la France, personne ne le dit, c'est exactement au mot près la position de la France. Donc on ne peut pas dire que la France ne soit pas aux côtés du Maroc et à son chevet à chaque fois qu'elle la sollicite. En 30 ans, l'aide publique au développement française n'a jamais été aussi massive vers aucun autre pays du monde que vers le Maroc. Et j'ai des exemples de cette relation d'exception à dizaines. J'étais dans le TGV. Très bien. Le message est clair. Il nous reste quelques minutes, justement. Est-ce que quelle est la place aujourd'hui de l'Afrique de manière globale dans ces programmes électoraux
et notamment pour le président sortant. Je commence avec vous, Mjid El-Grab, et surtout avec cette perte de vitesse de la France en Afrique et notamment c'est très au simple. Mali, dans le Sahel. Moi, j'ai deux arguments à chaque fois pour dire pourquoi je soutiens de manière forte Emmanuel Macron. D'abord, sa conviction européenne, parce que c'est le seul président qui, depuis 2016, n'a jamais varié. Il a toujours été pro-européen, il l'a montré, et aujourd'hui, on voit qu'on a besoin de l'Europe, et c'est l'Europe qui fait qu'aujourd'hui, la France brille dans le monde. Et la deuxième des raisons qui fait que j'ai vraiment un soutien quasi intime à l'égard du président de la République, c'est sa relation et la manière dont il met l'Afrique en avant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un discours du président de la République, pas un, où l'Afrique n'arrive pas en tête de ses priorités. Et dès qu'il parle de l'Europe, il parle de l'Afrique. Non mais, entre discours et réalité sur le terrain, il y a perte de vitesse quand même de la France en Afrique. La perte de vitesse, entre guillemets, ou alors le recul. Il n'y a pas de recul de la France. Il y a d'autres puissances émergentes qui arrivent. Il y a la Turquie, il y a la Russie, il y a la Chine qui arrive massivement en construisant. Mais c'est une bonne chose pour l'Afrique. On va pas dire « Ah non, c'est le précaré, c'est la France-Afrique. Il ne faut pas que d'autres puissances émergentes viennent. » Au contraire, le Brésil, si demain il veut, les États-Unis, l'Espagne. Mais au contraire, il faut que toutes les puissances qui ont des capacités de construction d'infrastructures, d'écoles, de santé, de tout ce qu'on peut faire pour l'Afrique, il faut l'additionner et le faire. Et c'est exactement ce pourquoi le président de la République dit, en gros, il faut peut-être moins de France, mais plus d'Europe. Mais ce qui ne veut pas dire en réalité moins de France en tant que pays, mais en se coordonnant avec l'Europe. Il faut avancer en Afrique ensemble. Il faut aider l'Afrique via l'Europe. Et c'est comme ça que, à mon avis, il faut aborder la question, par exemple, du Sahel, il faut aborder toutes les questions de développement, etc. Il faut que maintenant... Et encore faut-il qu'il y ait unanimité chez les 27 sur ces questions-là, notamment du Mali, parce que les intérêts ne sont pas pareils pour le reste des pays européens comme pour la France. Ça, c'est sûr que la coordination européenne est fondamentale. La coordination européenne doit être centrale. Et c'est, à mon avis, avec une défense européenne, avec un engagement militaire européen, avec de l'aide publique européenne massif en Afrique, qu'on sortira, qu'on permettra à l'Afrique d'émerger et de devenir la puissance qu'elle doit être, c'est-à-dire une des premières puissances au monde. Voilà. Très bien, merci Mjid El-Grab. Un dernier commentaire, Mustapha Tossa, sur cette question de l'Afrique et les programmes électoraux. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai qu'il faut le dire, Emmanuel Macron incarne ce qu'on peut appeler le mieux-disant économique, culturel à l'égard de l'Afrique par rapport à ses compétiteurs. Donc l'Afrique a intérêt à ce qu'il y ait un homme comme Emmanuel Macron plutôt qu'une femme comme Marine Le Pen ou Éric Zemmour. Rappelez-vous son positionnement à l'égard de la pandémie. Il était un des défenseurs de l'accès des Africains pour les vaccins. Rappelez-vous, juste en plein cœur de la guerre russo-ukrainienne, la défense sur l'aide alimentaire que l'Afrique doit avoir parce que le blé que produisent les Russes et les Ukrainiens ne parviennent pas à arriver en des termes convenables aux pays africains, notamment l'Égypte, le Maroc et d'autres pays africains. Donc, rappelez-vous, c'est le sommet Union européenne-Afrique. Donc, il est parmi le casting électoral actuellement celui qui officiellement défend le plus les intérêts de l'Afrique et des Africains. Donc, à choisir entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, les Africains, je crois qu'ils n'hésiteraient pas. Mélenchon, si dans le cas où il se présente, dans le cas où Mélenchon arrive au deuxième tour, Mélenchon aurait une autre stature, aurait un autre discours. Mais il faut qu'il arrive au deuxième tour. Donc c'est ça, on en parlera, on fera un autre certainement. Sur ça. Bien que cette soirée du premier tour, elle n'intéresse pas grand monde sur le paysage audiovisuel français, puisqu'il n'y a pas vraiment il y a un service minimum pour la soirée du premier tour, en tout cas, qui a été annoncé par les grandes chaînes françaises. La grande chaîne TF1, la grande chaîne qui est je crois que c'est la plus grande chaîne européenne, TF1, elle ne fait pas. Pour la première fois, il n'organise pas une soirée électorale le dimanche prochain. Exact. Donc, c'est vous dire qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt de la part des médias à ces soirées, ou peut-être les réseaux sociaux et Internet. Ou peut-être qu'ils suivent aussi, tout simplement l'intérêt des Français à cette campagne et à ces élections.
Bref, un dernier mot, Mjid Grab, avant de clore. Et justement, est-ce que vous allez vous présenter aux prochaines élections? Est-ce que vous allez vous présenter? Donc les élections pour l'Assemblée nationale, c'est pour juin, si je ne me trompe. Je ne suis pas candidat au présidentiel. Hein. Non, je parle des élections. Je vous ai déjà posé la question. Mais pour les élections pour l'Assemblée nationale, ce sera pour juin prochain. Est-ce que vous allez vous présenter aux couleurs de La République En Marche? Alors honnêtement, moi, je ne veux pas faire celui qui fait la passe à côté. Moi, je répondrai très clairement à cette question au lendemain du premier tour, c'est-à-dire au lendemain du second tour. Pourquoi? Dès que le président de la République sera réélu et on va se battre, parce que je veux vraiment dépenser toutes mes forces dans la réélection du président de la République. Vous savez, en France, la 5e République... Ça veut dire que vous allez vous présenter aux couleurs de La République En Marche. En tout cas, moi, à titre personnel, j'ai très envie de me représenter aux couleurs de la majorité présidentielle, et à l'intérieur, il y aura certainement d'autres partis. Mais ça, honnêtement, je prendrai vraiment ma décision après le second tour. En tout cas, on a fait un bilan, on a fait beaucoup de choses, on a beaucoup de choses à avancer en termes de majorité, et accompagner le président de la République pour un second mandat, oui, pourquoi pas, mais honnêtement, à titre personnel, aujourd'hui, ma concentration, toutes mes forces sont mises dans le combat pour la présidentielle. Très bien. Merci beaucoup, Mjid Grab, député des Français au Maghreb et en Afrique de l'Ouest, 9e circonscription. Merci d'avoir répondu à nos questions. Mes remerciements vont aussi à Mustapha Tossa, journaliste et analyste politique. Merci, messieurs. Merci à vous. Merci. Voilà, c'est la fin de Questions d'Actu. Très bonne soirée à tous.